prévu à la base, qu'on peut pas mentir, c'était pas prévu, mais voilà, moi je me rappellerai toujours de cette phrase de Stephen Brun qui disait, et c'était devenu un peu notre ligne de conduite, c'est sur un malentendu, qui sait. Voilà, je me rappelle juste de cette phrase, il dit, sur un malentendu on peut aller à Gravelines, sur un malentendu on peut aller gagner le premier match à Chalon, enfin que des trucs comme ça, et puis c'est allé jusqu'au bout. C'est par rapport à un film des bronzés, Jean-Claude Duss qui disait toujours, parce qu'il n'arrivait pas à conclure, il disait sur un malentendu on sait jamais, donc ça c'était ma phrase, j'arrêtais pas de dire sur un malentendu on peut gagner, c'est vrai que ça fait beaucoup de malentendus, donc au final c'est plus des malentendus, la réalité c'est qu'on a été meilleur que tout le monde sur ces playoffs. Ça me fait plaisir que Joe il se rappelle de cette connerie. Travaille pas là, on fait n'importe quoi. Là c'est chacun son tour. On est des tirs en première intention, c'est n'importe quoi. Now we're shooting too quick. 89 à 55. 34 points d'écart au final. C'est un énorme écart pour une finale de championnat de France. Strasbourg remporte la première manche. Tout le monde nous regarde. C'est la honte. Vraiment, c'est la honte. D'un autre côté, je pense que ça nous a rendu service. C'est-à-dire que la claque a été tellement énorme que qu'est-ce qu'on pouvait faire de moins bien, de toute façon. On en prend une bonne, parce que Strasbourg est fort. Peut-être que nous, on n'a pas mesuré le niveau d'une finale. Peut-être qu'aussi qu'on était arrivé satisfait déjà d'être à ce niveau-là. Quand on est sorti des vestiaires pour aller à l'hôtel, on est passé devant le vestiaire de Strasbourg. Et eux, je pense qu'à l'inverse, ça les a complètement déstabilisés. Ils avaient tous un sourire. On voyait qu'ils se disaient, bon allez, eux de toute façon, en 3 matchs, ça va être plié. De toute façon, au pire, demain, on gagne de 5. Et puis chez eux, ils auront tellement de pression que voilà, ce sera terminé. Et je pense que les joueurs, je me souviens des joueurs qui tournaient la tête en passant devant leur vestiaire. Et en ayant vu ça, moi j'ai pu m'en servir derrière sur certains joueurs à qui ça a touché. En disant, vous avez vu, ça y est, bon bah eux, ils ont déjà le trophée. Donc en réalité, cette grosse claque, elle nous a vraiment servi. Je sais que Franck, lui, j'avais espionné un petit peu derrière la porte de l'hôtel et je l'avais entendu dire à Pascal qu'on ne méritait pas d'être là, qu'on n'avait pas le niveau pour jouer les finales et tout ça. Donc ça, je l'avais répété un petit peu aux gars et peut-être que leur amour-propre en avait pris un coup, on avait à cœur de réagir. Mais clairement, si on n'avait pas pris 35 points sur le match 1, on n'aurait pas été champion de France. C'est vrai que c'est là que je me dis que même si tout ce qu'on a fait est extraordinaire, j'ai peur qu'on perde 3-0 et qu'on retienne peut-être justement que cette partie de l'aventure. Donc on a envie de montrer un autre visage. Je ne suis même pas certain qu'à l'issue du match 1, on pense à gagner et bien évidemment remporter le titre, mais au moins montrer un autre visage. L'après-match, j'ai déjà raconté, mais j'étais avec Xavier Corozine qui était dans ma chambre toute la saison et Xavier était un petit peu en difficulté à ce moment-là sur les 3-4 derniers mois de la saison parce qu'il jouait pas trop, il rentrait plus trop dans les rotations de Pascal et il avait pas trop le moral et ça avait été le cas aussi sur le match 1, il n'avait pas énormément joué. Et puis moi, comme d'habitude, pour faire le con, je lui dis en rigolant, allez viens, on sort, il y a une boîte de nuit en Allemagne d'ailleurs qui est très connue, je dis viens, on va faire un tour, mais c'était une blague en fait, je savais qu'il allait me dire non, Xavier qui est quelqu'un de très professionnel, très rigoureux, qui se couche toujours à la même heure, la veille de match. Et là, j'entends un ouais, ça va me faire du bien. Et là, je dis, oula, il faut que j'assume en fait jusqu'au bout ma connerie. Et donc au final, on s'est échappé, on est parti se détendre un petit peu. Personne ne l'a su jusqu'à que je lâche l'anecdote il y a quelques semaines de ça. Ça me fait sourire maintenant de l'apprendre. Moi, j'étais pas au courant personnellement. Donc voilà, c'est bien joué puisque pas vu, pas pris, hein, comme on dit. Ça fait partie de l'histoire et puis je pense que c'était leur manière à eux d'évacuer la frustration du match 1. Donc bien évidemment, ils ont bien fait de ne pas me le dire le lendemain matin, mais puisqu'on a gagné, c'est que c'était la bonne recette pour pouvoir être champion de France. Enzoli face à Sigers, il est passé. Oh, l'action du match, l'action
incroyable. Elle est gamin. Jérémy Nzoli. Stéphane Brun. Énorme! Oh là là, il part sur l'eau, Nanterre! Ils sont dans la Twilight Zone. Ça y est, on est dans la Twilight Zone. D'ailleurs, il n'y a que des Martiens, ils sont ouverts. La belle histoire continue. Ça démarre mal, et après on se dit, bon, Strasbourg va leur mettre 3-0. Mais quelque part, il y a eu une sorte d'excès de confiance de la part de Strasbourg, et ensuite Nanterre ont gagné un match, un deuxième match, puis un troisième match à Coubertin, dans une folie absolue, parce que je crois que toute la ville de Nanterre était dans la salle de Coubertin. Le choix de Coubertin était fondamental, dans la mesure où c'est une salle qui vit pour le basket. Quand elle se retrouve dans la configuration et dans l'ambiance justement de ce genre de match, c'est pour moi la salle idéale. J'avais connu Coubertin pour d'autres occasions, mais j'ai jamais trouvé une ambiance comme ça. Et sur le terrain, en tant que joueur, je me rappelle des vibrations du public. Il y avait une marée verte, ça faisait du bruit, ça bourdonnait dans les oreilles. Et c'est vraiment la première image qui me reste, la communion avec le public à la fin. Moi, je l'appelle un peu comme le Colisée, parce que je trouve que la salle, comme elle est faite, on a l'impression qu'on est dans une arène. Alors, j'aime bien prendre des références, comme dans Gladiator. Enfin voilà, c'était notre arène en fait. Il faut mettre en avant aussi tous les bénévoles de Nanterre à l'époque qui avaient fait en sorte que Coubertin devienne l'espace de 5 jours, notre salle à nous. Et quand on est arrivé le soir à 18h30 et qu'on a vu la salle pleine avec tous nos supporters avec le maillot vert, déjà chaud bouillant, à crier, à donner de la voix. Et tout de suite, quand tu vas sur le terrain, 1h15 avant le match, faire des shoots comme ça te donne des frissons et ça te donne un surplus de motivation et une adrénaline supplémentaire. Je me rappelle que moi qui ne suis pas un gros dunker, à l'échauffement, l'adrénaline, ça me faisait faire des dunks que je n'avais jamais mis en 15 ans de carrière. Est-ce que Nanterre sera sacré champion de France ce soir? À aucun moment, on a douté, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire. On ne disait pas non plus qu'on allait gagner, mais on ne disait pas non plus qu'on allait perdre. Et c'est ça en fait qui me fascinait avec cette équipe, c'est que chacun avait son rôle et tout le monde faisait en sorte que ça marche. Et finalement, c'est l'adresse qu'a tout qui nous a relâchés complètement. On avait peur de ça, on mettait pas un tir, on était très tendu. Et sur le dernier carton, je revois Stephen mettre un tir à 8 mètres. Stephen Bruyne pour son premier panier du match. Couconier time avec Stéphane Brun. Quand tout le monde commençait à avoir peur face à la zone, il met le 3 points de la saison là. Je prends un tir à 7 mètres. Je ne sais pas pourquoi je le prends ce tir alors que je ne suis pas vraiment dedans dans le coup en attaque. Et ça tombe dedans et là l'explosion de la salle. Et j'ai senti que ce tir à 3 points a redonné confiance à tous mes coéquipiers. Surtout, ça nous permet de donner une belle bouffée d'oxygène, reprendre un petit peu d'avance. Et ensuite on a retrouvé le jeu à la Nanterre, cette confiance. On a surfé sur la fin de match et on a détruit l'espoir de Strasbourg en mettant d'autres gros tirs. Je pense à David Lacti qui met un tir aussi dans le corner. C'est tout seul, il faut le shooter. Moi qui remets un deuxième tir aussi dans le corner pour plier le match. Haïti, Stéphane Brun face à Ricardo Greer. Il se décale, il branche la 3 points. Oh, c'est dingue! C'est dingue! C'est vraiment dans les tout derniers instants qu'on arrive à se libérer et à se dire qu'on va être champion de France. Quand on repense à notre saison, on se dit on a fini 8e. Enfin, voilà, c'était compliqué, c'était pas logique, mais sur ces finales en tout cas, on n'était pas loin de penser qu'on était la meilleure équipe en France. On va pas se mentir. En tout cas sur l'euphorie du moment. Quand vous battez une équipe où il y a un joueur NBA, un gros joueur référencé comme Ricardo Greer et tout, et que puis c'est pas sur un match quoi, c'est sur une série. Je fais du sport pour ça, pour se trouver ce genre d'émotion. Ce moment où le trophée récompense tous les sacrifices que tu as faits, tous les bons moments, les mauvais moments, les moments où des fois peut-être t'en avais marre, ou les prises de tête et tout. Ça glorifie tout. Tu vois tout le monde sauter, donc tu célèbres, mais tu ne réalises pas encore, tu réalises pas bien que tu es champion de France jusqu'à la scène à la fin où tu soulèves le trophée. Donc il y a toutes ces images qui te reviennent en tête. Tu penses forcément qu'au bon moment toute la saison, mais il y en a eu des mauvais aussi. Et d'ailleurs, je me rappelle sur cette saison-là, au bout de 2 matchs de championnat où on est à 0-2, où on perd au Havre, où on est mauvais, il n'y a aucune cohésion d'équipe. Et je me rappelle Pascal
Donadieu, le lundi matin, qui vient me voir avec Xavier Corozine et qui me dit voilà, je vais démissionner, je vais arrêter de coacher et je vais prendre un autre rôle dans le club. Je la sens pas cette équipe, c'est pas moi, je suis épuisé, voilà, je vais arrêter tout ça. Et donc avec Xavier, on était choqués, on est resté 30 minutes dans le bureau de Pascal pour lui dire non. Nous, si on est resté une année supplémentaire, c'est justement pour être avec toi, pour que tu sois coach, il faut que tu t'accroches, ça fait que 2 matchs, la saison elle est encore longue. Et voilà, on a beaucoup échangé. Et au final, je ne sais pas si c'est nous qui l'avons fait revenir sur sa décision, mais au final, il est resté et à la fin, on est quand même champion de France. Et on n'en a jamais reparlé d'ailleurs de ça avec Pascal, mais je sais qu'il s'en rappelle. Ce trophée, c'est le meilleur que j'ai gagné. On a reçu des témoignages de la France entière, mais c'était même plus du basket. C'était carrément... on a repris confiance en nous parce que finalement les plus faibles peuvent combattre les plus forts, mais c'était complètement disproportionné. Là, on n'était plus dans le basket et on se rendait pas compte, on était vraiment dans notre bulle, on se rendait pas compte de ce qui se passait réellement. J'ai mis du temps à réaliser au-delà de cette soirée. C'est peut-être maintenant que je me rends compte de la portée de l'exploit quand je vois justement les champions de France et les finales telles qu'ils se déroulent. On s'y attendait tellement pas. C'est que derrière, on n'avait rien prévu, quoi. On n'a pas fait grand-chose. Il y avait un VIP, on est monté au VIP, à Coubertin. On s'est retrouvés, on a pris un bus. On a été acheter des sandwichs assis à la station Total. Avant de reprendre le périphérique, c'est Porte de Versailles, enfin dans ce coin-là, les joueurs avaient encore un peu faim. Donc on s'est arrêté à la station, on avait le trophée devant. On s'est tous arrêtés. La station était fermée, c'est-à-dire qu'il n'ouvre plus à une certaine heure. Donc on faisait la queue pour que le bonhomme disait voilà, je veux un sandwich poulet, un sandwich machin, qu'il allait chercher. Ça l'énervait d'ailleurs parce qu'il y avait toute l'équipe, etc. Il voulait une commande groupée. On a été dans une boîte de nuit au Palais Maillot, donc à Porte Maillot, on avait tous notre sandwich dans le bus. Voir Nanterre, après tout ce parcours en quittant le départemental pour monter enfin en Pro B, et puis là jouer la finale de la Pro A, bon, moi j'ai été sur les fesses, c'est une histoire invraisemblable. Si on écrivait ça dans un film, on dirait non, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, mais c'est arrivé. À l'époque, je pense que c'était pas loin d'être un des plus gros exploits du sport collectif français en club, je parle. Et c'est plus encore maintenant, en revoyant les matchs certaines fois, en réussissant à les regarder, que je me rends compte de cette période qui a vraiment été phénoménale pendant un mois, parce qu'il y a tous les ingrédients de ce qui peut se passer dans un sport collectif, cette communion avec le public, cette manière de se surpasser. Donc forcément, c'est une période extraordinaire pour moi. On a vécu une aventure humaine qui est difficile à décrire en fait, puisque ça allait un peu au-delà du basket. C'était surtout une union de joueurs. J'avoue que ça reste un des plus grands souvenirs de ma vie de commentateur du basket français.